van Poperingue. Alors, Arnaud van Poperingue, l'homme de Poperingue. Poperingue, 42 km d'ici, juste à la frontière, côté Flandre belge. Et on entend une musique que je t'ai suggéré de choisir. Alors, pourquoi tu l'as choisi? C'est Billy Idol. Et le titre, c'est Eyes Without a Face. C'est quoi? Pourquoi? C'est une chanson que j'ai toujours adorée. C'est une chanson d'il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune et plus chevelu. Et en fait, cette chanson... Tu as été chevelu? Oui, très chevelu, Jean-Michel. D'accord. Et c'est une chanson que mes fils ont repéré, en fait, ont fini par repérer, et ils m'ont fait un cadeau d'un film sur cette chanson. Ils ont détourné les paroles et ils m'ont fait un cadeau d'anniversaire sur cette chanson. Et c'est une chanson qui m'émeut beaucoup. Merci. Mais merci à toi. On l'entendra à la sortie des 3 quarts d'heure que nous allons passer avec Arnaud. L'objectif, c'est une conversation pour comprendre Tikamoon, le dirigeant et l'entreprise, sa trajectoire, ses objectifs, sa transformation et également, puisque c'est le thème de notre World Forum, ses contretemps. Quel est le dernier meuble que tu as acheté? C'est le meuble Oscar. Mais encore un meuble Tikamoon. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est le meuble Oscar, c'est l'un de nos bests qu'on a mis chez nous dans la salle. C'est un meuble de 180 cm, on a décliné la version en 120 cm et ça fonctionne très bien. Et j'aime beaucoup ce meuble parce qu'il a une identité, il a une signature, on ne le trouve nulle part ailleurs. Et à l'heure où la poursuite est ouverte, on a quand même beaucoup de concurrents qui s'approchent de nous ou qui s'inspirent de nous. Voilà, ça fait partie de ces meubles qui sont une réussite pour nous en termes d'identité de marque. Alors quel langage l'entreprise a tenu et quel langage marketing t'a convaincu pour acheter ce meuble-là? C'est intéressant, hein, parce que tu es des deux côtés du comptoir. Je dois dire que je l'ai acheté en inconscience, puisque j'ai vu sa naissance, j'ai assisté, je pense que je suis même pas allé voir sur la fiche produit, et donc ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur, et je ne suis pas passé par la parole de la marque en tant que telle. Aujourd'hui, président directeur général de Tikamoon, nombre de collaborateurs, chiffre d'affaires? C'est 250 collaborateurs et ça fait 110 millions de chiffre d'affaires. 110 millions de chiffre d'affaires. Alors, tu as fait plusieurs chapelles pour parler carnaval, Total, à la Défense. Tu es parti à Houston, Boston également, où tu as appris le marketing et la finance, pour aller chez les voisins d'à côté, KPMG, où tu as fait de l'audit, et ensuite, et il y en a dans la salle quelques anciens collègues, il a rejoint les 3-6, où je crois que tu as travaillé sur les métiers du contrôle de gestion. Puis, arrivé dans le monde du e-commerce, au plein boom, hein, le site, je crois que c'était 2 fois moins cher.com, au plein boom du e-commerce, et après, tu te lances dans l'entrepreneuriat et tu rejoins le fondateur de Tikamoon. On est en quelle année? On est en 2010. Encore 2 mots sur l'homme, parce que moi j'aime bien, pour comprendre, et vous aussi certainement, l'entreprise et ses transformations, savoir qui est aux manettes. Tu m'as envoyé 2 photos perso qu'on va regarder, et je voudrais que tu nous les commentes. Est-ce qu'on peut les avoir à l'écran, s'il vous plaît? Les 2 photos... de perso que Arnaud m'a envoyé. Elles arrivent? Voilà. Tu es à droite? Oui, je suis à droite. D'accord. En rouge. Ça, c'est une photo qui me tient à cœur, puisque c'est une photo où on est allé skier avec mon associé. Et le ski fait partie de mes grandes sensations. Et quand j'ai pu skier avec mon associé, ça a été un moment assez magique. On a passé 48 heures à 2. On a probablement sur le télésiège dessiné une partie des inflexions qu'on vit aujourd'hui dans l'entreprise. Et
c'est aussi le ski parce que c'est un sport que je pratique depuis très très jeune, dans lequel j'ai des sensations inégalées. J'adore ça. C'est un plaisir un peu coupable quand même, hein, dans le monde d'aujourd'hui. C'est peut-être un sport qui n'existera plus. Mais c'est le sport qui, dans les sensations de glisse, me fait tout oublier. Et la deuxième, dans un autre décor. Ça, c'est l'ersatz du ski. Elle est belle la photo, là. Ça, c'est notamment grâce à Brix, qui sont des accompagnants de dirigeants. Avec Eric et Marie-Camille, j'ai fait un stage de VTT de descente. Et j'ai adoré parce que j'ai retrouvé ces sensations de ski. Et en VTT de descente, il est important d'être extrêmement détendu parce que tendu, c'est la chute. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il faut être tendu à vive allure, sinon ça ne fonctionne pas. Et c'est un peu ce qu'on a vécu chez Tikamoon. Et l'autre élément qui me tient à cœur sur cette photo, c'est que cette photo, elle est prise au Pays Basque. Je fais beaucoup de VTT au Pays Basque. Et le Pays Basque, c'est un peu notre deuxième résidence. C'est là que la famille se retrouve, avec mon épouse et mes 3 fils. Et c'est un endroit dans lequel je retrouve une convivialité de village telle qu'on n'avait pas retrouvé, une proximité de la nature, une proximité de l'océan et une chaleur, des valeurs qui me sont très très chères. L'économie ne va pas bien, le retail ne va pas bien, les consommateurs tremblent également. Quels sont tes ressorts pour être détendu face aux multicrises que nous affrontons aujourd'hui ? Le premier, c'est on a chez Tika affronté beaucoup de crises. C'est vraiment pas la première. Et très probablement que les premières années étaient beaucoup plus effrayantes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une taille critique, on a une organisation en place, on a un chiffre d'affaires, on a une rentabilité. Et même si ce n'est plus l'heure de la folle croissance, c'est une heure de stabilité et de rentabilité qui nous permet de travailler en profondeur. Et je ne suis pas non plus un obsédé ni de la croissance ni de l'argent. J'ai tellement de plaisir avec les hommes et à construire et imaginer ce que peut être le dessin de cette entreprise que, ça secoue au niveau business, mais c'est pas vraiment ma préoccupation première, ni mon moteur premier. C'est ça la promesse de Tikamoon ? Exactement. Exactement, c'est cette phrase-là, elle est née suite au travail sur la visée régénérative qu'on a travaillé avec la Convention des entreprises pour le climat. Dans laquelle vous êtes entré ? Oui, dans la première session. Et c'est exactement ça. En fait, on a vraiment l'ambition, l'intention, l'envie chez Tikamoon d'être une entreprise qui fait du bien aux hommes et à la planète. Et la réalisation qu'on a eue, c'est qu'on ne peut pas prétendre être positif si le meuble ne dure pas au moins aussi longtemps que l'arbre qu'on replante. Nous, notre métier, c'est de prélever un arbre mature qui capte beaucoup moins de carbone, de remettre un jeune arbre qui se gonfle de carbone. Mais on a perdu notre pari si le meuble ne dure pas au moins aussi longtemps afin que le futur arbre soit prêt. Quelle est la conséquence de l'économie régénérative ? On décryptera après, sur le coût final au client. Il y a des renoncements. C'est-à-dire que quand on a décidé cette longévité du meuble, il a fallu sortir de nos collections un certain nombre de références qui ne tenaient pas 100 ans, qui ne tenaient pas suffisamment longtemps dans leur construction, ou dans leur essence, comment ça a été construit. Donc aujourd'hui, on a dû sortir de nos collections les références en MDF plaqué, il y en avait encore quelques-unes, les références qui n'étaient pas suffisamment solides, les références qui n'étaient pas FSC. Et donc ça nous a engendré un surcoût à peu près de 20%. Et ça nous a aussi probablement... Surcoût en prix de revient ? En prix d'achat. En prix d'achat. On a partiellement répercuté. Et que tu répercutes sur le prix final ? Et donc, les références que nous avons conservées nous coûtent plus cher. Les références qui étaient très accessibles, nous, on les a supprimées en fait. Donc, on avait une thématique d'accessibilité de nos produits. Nous, notre intention, c'est de fournir du meuble massif, durable pour tous. Et donc, comment résoudre cette équation de la durabilité, la cherté et l'accessibilité ? Et donc, on a trouvé une piste que je pourrais détailler plus tard. Tout de suite.
que je pourrais détailler tout de suite. En fait, c'est tout ce chemin qui a été engagé par la CEC aujourd'hui. On a beau construire des meubles qui durent 100 ans, si le client n'en a pas conscience et qu'il met le meuble sur le trottoir au bout de 10 ans par paresse ou par ignorance, ça ne sert à rien en fait d'engager autant de coûts et autant d'énergie. Et donc le meuble qui dure 100 ans, ça a été ça la vision pour que l'arbre futur soit prêt, mais aussi pour que aujourd'hui une pièce de bois, si elle a plus de 100 ans, comme une charpente, peut être considérée comme puits de carbone. C'est ça notre visée. Et donc on se rend compte que... ton meuble, vous parlez au client, peut capter du carbone. Le meuble est une captation de carbone, puisque c'est de la matière bois. Et donc aujourd'hui on parle beaucoup de captation carbone, mais ça c'est de la captation carbone en fait. Il suffit que ça ne se reparte pas dans l'atmosphère par putréfaction ou par combustion. Donc l'idée c'est que ça dure le plus longtemps possible. Donc c'est bien beau de faire du meuble qui dure 100 ans, maintenant il nous faut accompagner pendant 100 ans, et accompagner pendant 100 ans c'est des tutos, de l'accompagnement, mais aussi le client ne va pas garder son meuble pour 100 ans, c'est pas très sexy en fait. Donc c'est comment nous, est-ce qu'on prend soin de chacun des meubles qu'on a émis. Aujourd'hui il y a à peu près 2 millions de meubles Tika qui sont en Europe. Et donc comment on prend soin de ces meubles en offrant aux clients, où qu'ils soient en Europe, une solution d'entretien à domicile, de réparation à domicile, et puis ce qu'on a appelé les 3 R de la circularité: reprendre, restaurer, revendre. Et notre responsabilité, c'est que ça circule et que jamais le meuble ou la planche de bois, qui doit être éternelle, ne soit perdu. D'accord. À date, quel est le pourcentage de clients qui jouent le jeu des 3 R? Et précise-nous le parcours client que vous avez mis en place pour l'emmener dans cette histoire de la régénération. Aujourd'hui, on n'a pas déployé les 3 R dans toute l'Europe, ni même dans la France, parce que ça dépend de hubs circulaires qu'on doit mettre en place. Et c'est ça le projet pour 2025, c'est de mettre en place des hubs circulaires, ateliers circulaires et boutiques circulaires tels qu'on l'a en mode pilote, c'est un sacré pilote, mais dans notre boutique circulaire de Sequedin, près d'Anglo. Et on y trouve 5 ébénistes et menuisiers et 3 vendeurs magasiniers qui vont sur toute la chaîne de retour client, qui sont les 60 jours où le client est autorisé à rendre son produit parce qu'il a été abîmé ou parce qu'il a un défaut. Sur toute cette chaîne de retour, on est 0 déchet bois. Les produits, on les remet en stock, on les répare ou on les démonte, on les remet en planche et on reconstruit des meubles avec. Donc l'homme, c'est notre POC, c'est notre labo en fait. On a déjà mis en place il y a quelques semaines la fonction de reprise, mais c'est vraiment naissant. Ça, c'est le tout début. Et donc, quel est le pourcentage de circularité aujourd'hui sur les 2 millions de meubles que tu as... qu'on a émis, que vous avez émis. Ils émettent des meubles. Ouais, on les distribue, on les diffuse. Aujourd'hui, on a à peu près entre 2 et 4% du chiffre d'affaires qui est du meuble qui a déjà vécu. Ce sont surtout les retours clients. Et la deuxième grande étape, c'est de généraliser la reprise. Mais aujourd'hui, on ne peut pas généraliser un service de reprise, réparation, revente, si c'est du local en fait. Le grand changement pour nous, c'est que ça ne fonctionne pas en mode à distance e-commerce, la seconde vie. C'est obligatoirement une économie de proximité. Exactement. Que tu vas dupliquer. Tout à fait, du multilocal. Le multilocal, et avec une nécessaire animation du réseau alors. Avec une animation du réseau, on le fera probablement en mode plateforme, on le fera en association, mais c'est un changement de paradigme et de culture qui est très important pour nous, puisqu'on passe de notre culture qui est globale, digitale, de vente de produits. Ce qu'on intuite avec le travail de la CEC et de la visée régénérative, ce qu'on intuite, c'est d'aller vers, non pas du global, mais du multilocal, non pas du digital, mais du manuel, parce que les héros de demain, ce seront nos menuisiers et nos ébénistes, et non pas de la vente de produits, mais de la vente de services. Et donc, dans notre idée, dans 10, 20 ans,
De toute façon, la matière fraîche bois sera ou interdite, c'est peut-être souhaité, ou tellement chère que ce sera un luxe en fait. Et donc cette capacité à faire du mining de planches et à recréer des meubles, ça va arriver dans 10 ou 20 ans. C'est la seule inconnue en fait, mais ça va arriver. Alors, je résume, les trois piliers de ta transformation régénérative, c'est le multilocal, c'est du serviciel et non plus la vente d'un produit, et c'est l'accompagnement du client. Il y a une notion de pédagogie là-dedans. Du coup, quel est en face le modèle économique, le nouveau modèle économique de Tikhamoun pour répondre, parce que répondre à cette ambition, à cette stratégie. Parce que du coup, dans ton exploitation, tu n'as pas juste 50 000 meubles fois 800 € de prix moyen à une marge de 50%. Tu marges plus, hein? Non, je me souviens plus très bien. Mais comment ça se traduit dans le compte d'exploitation? Alors aujourd'hui, on est vraiment dans la vision. Pour nous, on a toujours eu et vécu au sein des équipes avec un imaginaire très fort. Quelque part, qu'il soit dans 5, 10 ou 20 ans, ça va se faire très progressivement. On va rester sur notre modèle de vente de produits neufs, peut-être encore 5 ou 10 ans. Et petit à petit, les équilibres vont bouger avec 10, puis 20, puis 30, puis 40% ou 50% de serviciel. Demain, quand les meubles et la matière va devenir de plus en plus chers, on ne sait pas comment on va pricer notre serviciel. Mais je pense que si on s'oriente vers cela, nous serons les mieux placés dans 10 ou 20 ans avec un réseau de hubs serviciels de réparation, de restauration, d'entretien, de reprise et de revente qui sera une grosse valeur ajoutée demain. Donc, comment ça va se pricer, on ne le sait pas encore. Ce que l'on souhaite aujourd'hui vendre, on voudrait faire la pédagogie aujourd'hui d'un meuble qui dure longtemps et d'un meuble accompagné pour longtemps, avec cette garantie reprise qu'on commence à imaginer et qui là est un vrai différenciant pour nos clients. Et on espère que pendant les années qui viennent, les clients viendront chez nous puisqu'ils sauront qu'ils pourront rendre leurs meubles, qu'on va leur reprendre. Ils pourront même louer leurs meubles ou en acheter d'occasion. C'est ça la solution à l'accessibilité tout à l'heure, c'est de créer toute une économie de la seconde vie pour que ces meubles durables, en deuxième, troisième, quatrième vie, soient accessibles à des clients qui n'ont pas forcément envie ou les moyens d'acheter du neuf. Et je vois à l'écran, tu as coécrit cette stratégie, enfin on voit loin quoi, 2040. Donc 2040, ça c'est l'étoile. Moi j'étais très marqué par je suis triste en fait. Pourquoi? Je suis triste, comme dit Nicolas, et non, j'ai mal à ma planète en fait. J'ai mal à ma planète. Donc, on a chez Tikhamoun une forte sensibilité émotionnelle à ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux vivants. Et donc, on a tous besoin d'avoir cette vision de la contribution positive. Et on sait en même temps que créer 40 hubs circulaires en Europe, puisque nous, notre marché, il est européen, on n'a même pas la moitié du chiffre en France. 40 hubs multilocaux, hein, c'est ça? Probablement. Ouais. En Europe. Probablement. Ton terrain de jeu, ce sera l'Europe. Ouais. Parce que c'est le terrain de jeu d'aujourd'hui, en fait. On ne fait même pas la moitié en France. Et donc, si on veut couvrir 50% de la population ou 60% de la population européenne à moins de 50 km ou 100, il nous faut 40 hubs. Et pour ça, on va mettre 10 ou 15 ans pour construire ça. Mais ça nous permettra demain de nous inscrire dans aujourd'hui le cuivre, les matériaux rares. Ce sont des produits qu'on vient récupérer en fait. On a déjà avec une association d'insertion qui s'appelle Sève à Soissons. Lorsque les meubles, on n'arrive pas à les réparer, on désosse le meuble en planches, on leur fournit les planches et ils reconstruisent des meubles en formant des ébénistes. Donc peut-être que le schéma de demain, ce sera des associations d'insertion, ce sera une école de formation à l'ébénisterie par Tikhamoun. D'accord. Mais la préciosité, c'est la planche de bois. Tu le sources où ton bois? Il est sourcé partout. Il est sourcé localement. Aujourd'hui, on a France, Europe de l'Est, Inde, Indonésie, Vietnam.
et on se source partout. La règle est le bois est sain, certifié en durabilité, en traçabilité, si possible FSC, et il est transformé localement dans des ateliers desquels on est proche et chez qui on va toutes les semaines. Donc on est dans une logique, nous, on n'a pas le parti pris du Made in France, on n'a même pas le parti pris du Made in Europe. On s'est rendu compte avec les analyses de cycle de vie que le déterminant essentiel de la durabilité, c'était la durée de vie, pas la provenance. Parce que un camion qui vient de Pologne, c'est autant de tonnes de CO2 émis qu'un cargo qui vient d'Inde ou d'Indonésie. Donc, tu as fait un pas de côté sur l'analyse du cycle de vie, oui. Plutôt que d'aller chercher l'émission carbone classique. Ouais. Toi, tu vas sur la durée de vie. Alors, on insère la durée de vie dans l'analyse de cycle de vie. Oui, bien sûr. Exactement. Oui, oui. Et donc, ça vient lisser sur plusieurs années. Mais quelque part, ça a été un gros débat au sein des équipes. Parce qu'il y a cette grande vague du Made in France, de produire en France. C'est ce qu'on fait en fait. On propose des produits produits en France qui sont 2 fois plus chers et qui se vendent beaucoup moins que les autres. Et donc, quelque part, on est un peu agnostique de la provenance. Nous, on fait le choix pour le client du meuble en bois massif monté qui dure 100 ans. Et le client, lui, va choisir sa vertu et choisir, selon ses convictions sociales, politiques et ses budgets. Et aussi parfois le style, mais il y a le meuble Eden, par exemple, il est produit en France, en Europe et en Indonésie. C'est du simple au double quasiment. D'accord. Mais en fait, chacun choisit sa vertu en fonction de ses convictions, parce que si on n'était que sur de la production française, on serait en chiffre d'affaires 10 fois plus petit. Oui, tu l'assumes, bien sûr. Tu nous as décrit ton modèle d'économie régénérative. Tu nous as expliqué la promesse au client, la notion de service, cette stratégie de développer des hubs multilocaux circulaires. Alors, tu te rends compte de la chance, parce que pendant qu'on parle, la chance que là, pendant qu'on parle, il y a tout le catalogue qui défile. Là. Merci Jean-Michel. Moins 30%, mesdames, messieurs, si vous commandez juste à la sortie de cette conversation. Tiens, au fait, est-ce que Tikka-Moon fait le Black Friday? Oui. Oui? Mais oui. Sortez, monsieur. Mais non. Explique-nous. Mais en fait, le Black Friday, alors nous, on est vraiment extrêmement... c'est hyper touchy, parce que les soldes, c'est ni moins ni plus coupable que le Black Friday. Le Black Friday, mais c'est comme Chine, c'est comme Temu quelque part. C'est pas le Black Friday en tant que tel. On a pris cet exemple et il y a des sites courageux qui ont dit nous, on va baisser notre chiffre d'affaires en participant pas au Black Friday. Je comprends, c'est important de bouder le consumérisme d'impulsion. Et donc le Black Friday qui vient pousser les gens à acheter un lot de produits non durables à moins 40%, oui, on peut le brader, mais nous, on s'est rendu compte que les gens qui faisaient pas le Black Friday et qui s'en targuaient étaient à moins 30, moins 40 ou moins 50 pendant les soldes qui étaient 2 mois après ou 4 mois avant. Donc on est dans une logique soft par rapport au Black Friday. Nous, on a besoin aujourd'hui de se faire connaître. On a besoin d'accroître notre notoriété et on a décidé de ne pas sanctionner ce moment de commerce. Et surtout, c'est l'occasion pour nous, pendant le Black Friday, d'aller écouler des fins de série à moins 40% et donc de rendre ce meuble qui dure 100 ans plus accessible à tous. Donc nous, on préfère jouer sur nos marges, jouer sur nos renoncements, essayer de ne pas être trop gourmand pour nos produits, ou ce style de produit, il est vendu parfois dans des boutiques à 30-40% plus cher. Donc cette volonté d'accessibilité du meuble durable, c'est là-dessus qu'on va appuyer. Et puis on n'est pas trop sur les coups de com', mais en même temps, je respecte, je reconnais tous ceux qui font le Black Friday. Par contre, tous ceux qui le boycottent. Par contre, ça n'a pas été notre choix. Et tout comme la provenance, ou tout comme la croissance, j'ai pas de problème particulier avec ça. Ça fait partie du jeu du commerce. Et sinon, on fait ni le Black Friday, ni les soldes, et ni de promo en fait. Mais aujourd'hui, sur Internet, on a quand même une clientèle qui est à la recherche de bonnes affaires. Donc, tout est débat. Permettre ces cadeaux et ces bonnes affaires. Ouais.
dans ce chemin de construction de cette économie régénérative, bon, tu vois loin, hein, la cible 2040, et il y aura évidemment des étapes entre deux. Et il y aura certainement aussi des bas de cycle. Alors, des bas de cycle, hein, des moments où ça va être compliqué. Alors, comment vas-tu les financer et comment tu feras en sorte de ne pas trembler? Enfin, je vois chez pas mal de marques qu'il y a des retours en arrière dès qu'on est affronté à des difficultés. Regarde ce qui s'est passé avec la hausse du pouvoir d'achat, la baisse du pouvoir d'achat, pardon, et l'inflation. Il y a des enseignes qui ont fait marche arrière et qui ont fermé les écoutilles. Comment tu te prépares à ne pas faire ça? C'est déjà le cas. Quelque part, nous, on est sortis de l'hypercroissance et j'ai l'habitude de dire qu'on est passé d'une crise de croissance à la crise de la croissance. C'est-à-dire les 12 premières années de l'entreprise, nous sommes passés de 1 à 5 millions en 5 ans, de 5 à 50 millions en 5 ans, et puis de 50 à 100 en 2 ans. Donc on était collé au siège en permanence. Ce qui se passe depuis 2 ans, du fait de la sortie du Covid, où tout le monde a rempli sa maison, du fait de la crise de l'inflation, et puis du fait un peu du green bashing ambiant. Pourquoi tu as ce sourire narquois? Mais parce que c'est mon drame d'aujourd'hui, en fait, le green bashing. On s'est rendu compte qu'il y a eu cette grande vague à partir de 2018-2019, Greta Thunberg, les enfants dans la rue, les lycéens dans la rue. RSE, ça a été une mode en fait à partir de 2018. Et tout le monde, tous les entrepreneurs, les dirigeants ont changé, retourné leur veste de rouge à vert. Et aujourd'hui, depuis 1 an, il la retourne et il est plutôt à la mode de la retourner dans l'autre sens. Et ça m'interpelle et ça m'inquiète. Et depuis la crise ukrainienne et depuis les manifestations contre l'Europe et des agriculteurs, je pense qu'on a mal joué les choses parce que les normes sont trop contraignantes. Et donc, et des partis politiques se sont engouffrés dans le green bashing et l'Europe bashing. C'était un peu lié, en fait, notamment aux élections législatives et européennes. Et donc, nous, aujourd'hui, on est dans une situation où la croissance a nettement ralenti. Et donc, on pourrait se dire, waouh, on va rejouer d'opportunisme, on recule sur FSC, on recule sur le bois massif, et aujourd'hui, on ne recule pas. Donc, le premier défi, il est déjà dès aujourd'hui, où on a l'impression que le mobilier durable n'anime plus grand monde en fait. Les gens ne vont pas, ils vont peut-être acheter Patagonia tellement l'aura est forte. Et il y a des aficionados de Patagonia. Bon, alors nous, Tikamoon, les gens ont à peu près compris qu'on était durable, mais comme il y a plein d'autres personnes qui font semblant d'être durables, c'est moins évident qu'il y a quelques années. Donc le défi, il est dès aujourd'hui en fait. Et aujourd'hui, on ne recule pas. Mais tu me diras la même chose dans 1 an, 2 ans, 3 ans? À quel moyen tu te donnes pour me dire la même chose dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Le moyen qu'on se donne, c'est d'être suffisamment rentable. Aujourd'hui, on a une belle rentabilité sur laquelle on travaille tous les jours. Nous sommes de bons gestionnaires. Et dans nos investissements, on y va pas à pas. Ça fait 10 ans qu'on voulait construire une boutique. On a construit notre première il y a 2 ans. Aujourd'hui, les hubs circulaires, on en a un. On est en train d'ouvrir une deuxième boutique circulaire. Et l'année prochaine, on créera un hub circulaire, je l'espère, à Paris, pour pouvoir enfin commencer à proposer cette reprise. Mais nous sommes de bons pères de famille et on préfère aller plus lentement, de façon plus sécurisée, sans se mettre en danger, plutôt que de croître à tout prix au détriment de nos valeurs en fait, qui font naître toute l'entreprise. L'entreprise aujourd'hui, c'est 250 collaborateurs, mais depuis quelque temps déjà, les gens viennent chez nous pour notre engagement vert. Et les nouvelles personnes qu'on recrute sont de plus en plus vertes et nous poussent. Donc si aujourd'hui on commence à changer de cap et à devenir une entreprise banale, on perd notre âme et à mon avis, à terme, on perdra nos clients. Bon, entendons cette démarche et cette conviction, parce que source Les Échos la semaine dernière, 2 tiers des entreprises, on est en train de faire les budgets
2025, là, 2/3 des entreprises reviennent sur leurs investissements RSE pour 2025. Alors, la championne, c'est Arcelor, qui annonce avant-hier mettre en sommeil son investissement d'1,8 milliard avec le haut fourneau décarboné. Et en dehors, pardon Jean-Michel, en dehors de tout ce qui se passe au niveau politique, rien aujourd'hui ne nous incite à faire des efforts. Puisque à travers le monde, pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts minimes alors qu'un fou russe détruit une partie d'un pays qu'il faudra reconstruire à grands coups de carbone, alors qu'un autre détruit une bande palestinienne qu'il faudra reconstruire, alors qu'on relance les gaz de schiste aux États-Unis depuis 20 ans au point d'en devenir les premiers producteurs. Il y a quand même un à quoi bon aujourd'hui. Le à quoi bon. Ben oui. C'est une idée reçue qu'on traitera tout à l'heure dans la plénière, ça. Ouais, et ben c'est extrêmement intéressant. Et à nous d'être vigilants. C'est pour ça que je suis heureux d'être ici aujourd'hui, puisque nous sommes les résistants du cynisme et du à quoi bon. Encore une question, et après on vous donne la parole en vous proposant une question de réflexion avec Arnaud. Comment tu manages tout ça à l'interne, avec les collaborateurs, mais aussi les actionnaires? Est-ce que tu as 2-3 trucs à nous donner sur la transformation intra-entreprise? Pardon. On a fait avec notre directeur produit et RSE la Convention des entreprises pour le climat. C'est une expérience que je vous souhaite, parce que c'est une très belle expérience. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on était parti à deux, tout devant. On était parti à deux et qu'on n'avait absolument pas raccroché les wagons, ni du comité de direction, ni des équipes. On a mis du temps à embarquer tout le monde. Et moi, j'ai donc dû passer du temps à réfléchir, formaliser, faire le récit, passer du temps avec les équipes sous la forme du Tikka Green Tea, qui étaient des moments d'échange libre avec les collaborateurs, ce qui se faisait tous les mois. Aujourd'hui, pour mieux embarquer, on a décidé de se faire accompagner par le cabinet de Chapter 2 qui a fait le tour de toutes les équipes pour recenser et diagnostiquer l'esprit, la culture et poser des éléments d'ajustement qui aujourd'hui nous guident en tant que comité de direction. Donc beaucoup de communication, prendre le temps, c'est aussi l'avantage de la sortie de l'hypercroissance, c'est qu'on peut se poser et communiquer. Avant, on gérait juste nos 10 métiers qui tremblaient. Par rapport à l'actionnariat, nous avons la chance avec mon associé Thibaut, le skieur, d'être majoritaire au capital, mais on a dans notre tour de table un fonds d'investissement qui, lui, pour le coup, est moins un aficionado de la RSE. Respecte, c'est OK, mais on est dans le pourquoi pas. Et donc, il nous faut, notamment quand on n'est pas dans les objectifs de croissance de chiffre d'affaires et de croissance de résultats qu'on pouvait espérer, il nous faut sans cesse défendre nos positions et ne pas bouger. Donc, il y a un vrai travail de communication et de pédagogie sur ce sujet. Alors, on va échanger, et il nous reste 11 minutes, on va échanger avec celles et ceux qui t'écoutent. Ah, c'est marrant, ils ont mis la lumière. Ah oui, il y a du monde en plus. Il y a une question que je vous soumets. Tu nous as parlé de ton Green Coming Out pour rendre visible l'engagement écologique de l'entreprise. Et selon vous, selon toi, échangeons là-dessus, quelles sont les limites d'un langage écologique vers le client? J'aimerais qu'on se dise comment on le verbalise, quel storytelling, jusqu'où il ne faut pas aller, qu'on échange un peu autour de tout ça. T'as envie d'y répondre là tout de suite à la question? Mais oui. Mais on va leur donner la parole d'abord. D'accord. Alors,
Bonjour à tous, je m'appelle Pauline, je sors du paquebot ADO. J'ai décidé de quitter ADO, donc je suis sortie des effectifs en juin 2024 et on a vécu nous aussi de grands changements tout à fait en écho avec ce que vous dites. Et j'avais une question pour vous. Quels sont les profils que les entreprises comme vous cherchent demain? Très bonne question, ça. Voilà. Oui, on a fait partie du groupe ADO pendant 5 ans et c'était top parce qu'il y a une concentration de gens sympas et intelligents assez remarquable chez ADO. Et c'était juste de quelle année à quelle année, si je peux me permettre? Alors, c'était du 14 novembre 2015 au 17 décembre 2020. Le closing à 1h du matin à peu près. Voilà. D'accord, non, merci c'est pas beaucoup. tout à fait ça, mais grosso modo 2015-2020. Sur les profils. Et sur les profils, en fait, on va d'abord chercher des professionnels de leur métier qui sont tout à fait en phase avec nos valeurs. Aujourd'hui, on a une responsable RSE qui est passée dans des cabinets RSE parisiens et qui est venue jusque chez nous à Lille, et une assistante RSE qui était dans un autre cabinet. Et voilà, en fait, on est tous picousés de RSE, c'est surtout les valeurs. Moi, je me suis formé à la RSE à 20% de mon temps en 2019. Et sur la partie de la communication, bon, on est plutôt sur des convictions et de la personnalité que des diplômes et des certificats. Ta formation RSE, c'est la construction d'entreprise sur le climat? Non, c'est avant? Alors, il y a eu la CEC, mais avant, j'étais accompagné par une consultante, une journée par semaine, sur très très profond dans le bilan carbone. Tu as fait les démarches il faut que je comprenne et que j'apprenne. Technique. Moi, le dirigeant. Oui. Ouais, très bien. Un grand merci, la réponse est très claire. Merci. Monsieur. Salut Arnaud. Il connaît, lui. On se connaît un petit peu. Merci d'être un fleuron de ton engagement dans la région. Et je vais rebondir du coup un petit lien avec la question. Quel est ton avis et tes conseils potentiellement sur tout ce qui va être labellisation, certification? Est-ce qu'il faut se certifier, se faire labelliser? Est-ce qu'il faut le communiquer? Parce que je pense qu'aujourd'hui, te connaissant un petit peu, au départ vous avez fait sans trop de certif ou autre. Vous avez plutôt mis votre trip dedans et après vous verrez. Et maintenant que tu en es là, et encore bravo, j'aimerais avoir ton avis. J'ai lu il n'y a pas si longtemps qu'il y avait peut-être un objectif B Corp. Voilà, je voulais avoir ton avis. Nous, on était très très durable sans le savoir pendant 7 ans, puisqu'on était dans la phase survie. Et on s'est rendu compte en 2018 et en 2019, interpellé par Greta Thunberg et par les révélations sur la disparition des espèces et du vivant, qu'il fallait qu'on sorte de notre... d'être prostré en fait, de pas communiquer, syndrome de l'imposteur, donc on disait oulala, on n'ose pas communiquer, donc on faisait beaucoup sans oser dire, d'où cette expression de green coming out. On a fait en 2018 notre green coming out, mais on voulait le faire de façon prouvée parce qu'on avait honte des gens qui disaient n'importe quoi, qui commençaient à mettre des vidéos de forêt sur leur site, qui mettaient la pastille je plante un arbre pour 1 euro. Enfin, bon, donc ça nous faisait bien rigoler, sachant que c'était des gens qui vendaient du meuble pas du tout durable et tout à fait agrochimique. Donc on a voulu le faire sous l'égide des preuves plus que des beaux discours. D'où le bilan carbone Scope 3 NZI avec certifié par Carbone 4, l'ACV certifié par ADEME et FCBA. On était FSC et Chain of Custody, c'est-à-dire qu'on était certifié pour distribuer du FSC. Donc nous, on a mis toutes les médailles à notre maillot, quoi. Mais ça ne suffit pas, en fait. Ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, on est en même temps dans le grand n'importe quoi des assertions vertes des entreprises, au point que maintenant tout le monde s'en fout, tellement ça a été surjoué et galvaudé. Donc il reste quelques petits refuges de visibilité, comme par exemple le FSC, comme par exemple B Corp, tu le citais, et comme aussi des choses extrêmement concrètes, genre... nous, on est en train de passer de la garantie 5 ans à 10 ans. Ben ça pèse.
Alors c'est pas directement estampillé durable, mais c'est la durabilité, c'est de ça qu'on parle. Quand on va jouer la garantie reprise, quand on va jouer la location, ça dit implicitement la durabilité de nos produits. Mais aujourd'hui, c'est très difficile pour moi d'avoir foi dans des assertions différenciantes de la part d'une entreprise en écologie que les clients comprennent. Tu pourrais aller sur Bicorp. À part Bicorp. Non, tu pourrais aller sur Bicorp. Hein, on est en cours de Bicorp là. D'accord. On est en train de rentrer dans la démarche. Le questionnaire, les changements pour postuler à l'audit. Encore une ou deux questions et on conclut. Madame, allez-y. Bonjour, vous êtes rentré dans le sujet par le sujet de l'économie régénérative et de l'entreprise régénérative. Ma question c'est aujourd'hui, quelles sont vraiment vos actions qui restaurent et réparent les systèmes écosystémiques et comment vous communiquez ça à vos clients qui sont, comme certains de nos clients à tous, selon notre secteur, sont assez éloignés de ces notions-là de façon pédagogique, transparente et véridique. Et joyeuse. Ça c'est beau, j'ai beaucoup de mal, Jean-Michel. En fait, la visée régénérative, et pas l'entreprise régénérative, qui est pour moi une espèce de Graal inatteignable, la visée régénérative, c'est un mouvement. Et c'est un mouvement surtout nouveau paradigme qui est extrêmement intéressant pour revisionner, chausser des lunettes différentes, avec l'analyse systémique, avec l'analyse des dépendances, avec la relation au vivant, avec justement la connexion au local. Et donc, nous, on n'a aucune prétention d'être une entreprise régénérative, on essaie d'être dans la visée régénérative. Ce que l'on fait de concret, c'est déjà... intrinsèquement, on a la chance de travailler avec notre matière première, c'est une matière primaire. Enfin, ça a été manipulé par Homo depuis le début, en fait, le bois, des morceaux de bois. Donc nous, on a cette chance-là, mais cette chance, elle nous convoque. Et quelque part, on a envie d'aller expérimenter, d'aller se frotter avec cette visée régénérative en développant des meubles qui durent 100 ans, parce qu'on se dit que quand le monde entier sera équipé de meubles Tikamoon, on devrait ne plus produire de meubles. Donc ça, ce serait chouette. Ce qu'on ne fait pas trop bien, c'est la connexion à l'écosystème local, parce qu'on était tellement dans la folie qu'on n'est pas vraiment en connexion. Si on commence à être en connexion avec des exploitants forestiers, on commence à être en connexion avec des associations locales. On est en connexion dans chacun de nos pays avec les associations de protection du vivant. On est dans le board de FSC. Ce sont des petites touches où on essaie de faire au mieux, mais je me garderai bien d'entrer dans le regen bashing, où là, on peut aussi dire tout à fait n'importe quoi. Donc on est prudent là-dessus, et merci pour cette question. Une dernière question. Merci pour vos précisions. Merci, madame. Dernière question, monsieur. Bonjour, Quentin Laurent de Quentin Laurent Design. Je suis créateur de mobilier et j'étais moi-même ce matin à Terrabundo du côté de Mérigny en train de faire une espèce de conversation avec les gens de Terrabundo qui en fait ont cherché à établir ils nous ont présenté plein de matériaux issus de l'upcycling, des matériaux faits avec du bois, du cuir, tous des nouveaux matériaux en fait faits justement avec des matériaux de récupération. Et moi-même, en tant que créateur, c'est le genre de produit que je voudrais mettre dans mes créations. Mais pour revenir à la question, mes clients ne savent pas que ça existe. Mes clients ne savent pas que ce genre de produit existe. Et je me dis que peut-être que dans l'imaginaire des gens, travailler avec des matériaux issus justement de l'upcycling, c'est pas encore rentré dans leur idée. Donc ce matin, avec un des intervenants qui travaille justement dans un lycée, le lycée Charlotte Perriand de Genève, dans la section bois et bénisterie, on a défini un programme d'action pour mener une espèce de semaine comme un concours de design fait à partir de matériaux de récupération pour proposer aux étudiants de développer ce genre d'initiative, créer des meubles à partir de matériaux de récupération. Et je voulais savoir, vous, de votre côté, quelle part de
upcycling, matériaux de récupération, vous utilisez dans votre entreprise, parce que vous parlez beaucoup du bois, mais je vois que vous avez aussi pas mal d'autres matériaux. Et on a quand même beaucoup d'entreprises, je pense, en France, dans le Nord, et qui essaient de rechercher justement à faire ce genre de matériaux. Et quelle est votre part chez Tikkamoon? Merci. Merci, monsieur. Merci pour cette question. Aujourd'hui, ce que l'on fait à grande échelle, c'est d'utiliser du bois recyclé dans certains meubles. Donc il y a le bois recyclé. Ce que l'on fait par exemple avec notre entreprise d'insertion et la table Sapristi que vous trouverez sur le site Tikkamoon. La table Sapristi, en fait, elle est constituée de 10 ou 15 morceaux de meubles. Ce que vous voyez aussi sur le site, c'est qu'on utilise du terrasso premium pour nos vasques de salle de bain qui sont des résidus de pierre, de petits morceaux de pierre qu'on vient reconstituer. Mais en dehors de cette grande échelle, je trouve que notre prochaine étape, elle est d'aller explorer des petits partenariats visibles qui rendent vachement service. Ouais, sur tes boucles circulaires. Exactement, qui rendent vachement service. C'est ce qu'on a fait il y a 10 ans avec Ethnici. Je ne sais pas si vous les connaissez, Ethnici, on était vraiment au tout début de cette coopération. Espérance Fenzi, exactement. On était au tout début de ça, sur des plateaux de table basse qui étaient constitués soit de coques de moules écrasées ou de marc de café. Et donc ça, c'était très intéressant et on a commencé là-dessus. On avait aussi, il y a 5 ans, le Corner Créateur, où on avait des créations ultra locales et à petite échelle. Mais ce sont, à l'époque rouge de l'hypercroissance, ce sont des initiatives qu'on a perdues en route en fait. Et que maintenant qu'on est en train de ralentir, eh ben, on va réouvrir ces points-là. Et donc, par exemple, Sèvres, la reconstruction d'un meuble par Sapristi, c'est... Pardon, Jean-Michel, je suis très passionné. La reconstruction du meuble par Sapristi, on va devoir rendre la salle. C'était exactement ça. Merci pour cette question. Elle est en stock, la table Sapristi. Je suis sur le site, là. Et il y a même jusqu'à moins 50%. Non, pas sur celle-là. Conçue exclusivement à partir de chutes de chêne massif Tikkamoon. Design unique, caractéristique. Ouais. Fabriqué en France et caractère singulier. Et réinsérant 12 menuisiers. Je dis le prix ? On est tout à fait sur le haut de gamme de nos produits. Ça doit être 3 899 ? Ouais, pile. Pas mal, hein. Un grand merci d'être venu. Je suis désolé, monsieur, mais si vous pouvez venir voir juste après notre invité et vous échanger avec lui. Tu devais être avec nous l'année dernière et puis au dernier moment, le gamin a eu un problème. Pas grave, heureusement. Et tu as tenu ta promesse de venir cette année. Un scoop pour terminer, un petit scoop sympa. Un petit scoop sympa. On a la grande joie d'avoir été sollicité par l'Opéra de Paris pour une collection capsule avec, à l'occasion de leurs 150 ans, donc les 150 ans de l'Opéra de Paris, c'est-à-dire l'Opéra Garnier et l'Opéra Bastille, et vous avez vu quelques photos avec les danseurs dans le fameux studio Zambelli qui est en haut de l'Opéra de Paris, et moi qui suis très proche de la danse. Donc vous allez voir apparaître, merci, c'est exactement ça, comme de Vialet, vous allez voir apparaître dans le courant du mois de janvier cette collection capsule qui nous fait chaud au cœur, qui a été dessinée par la designeuse Charlotte Julliard, que vous devez connaître, qui est l'un des grands talents français, et que l'on fait fabriquer en Europe avec des clins d'œil à la danse, à l'opéra. Donc c'est voilà, ça reste entre nous parce que c'est la première fois que c'est révélé, mais nous sommes entre gens de confiance. Un énorme merci Arnaud, merci beaucoup pour ton témoignage. Bonne chance pour tes contretemps d'aujourd'hui et de demain. 16h30, une autre conversation sur place. Moi, je vous retrouve à 17h30 pour la plénière du World Forum 2024 avec des invités incroyables. À tout à l'heure.